Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 16 mai 2021. Alors aujourd'hui, je vous parle de ceci. Interdiction de publier de Jean-Yves Mollier, publié aux éditions Double Ponctuation. Qui est Jean-Yves Mollier? C'est un professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Il a publié plusieurs livres, dont Où va le livre, Édition Presse et Pouvoir en France au 20e siècle, Achète le géant aux ailes brisées et Une autre histoire de l'édition française. Au départ, c'est une conférence qui, grâce au bon soin de l'éditeur, s'est transformée en livre. Alors, c'est quoi le livre? C'est un survol plutôt rapide, même très rapide, des diverses formes de censure dans le monde contemporain. Évidemment, il y a des retours sur l'histoire, l'histoire de la Renaissance, l'histoire de la période de la Révolution française, et il nous montre au fond que les mécanismes de la censure sont très anciens et les méthodes très éprouvées. Il faudrait dire une chose aussi tout de suite et garder bien présent à l'esprit cette réalité absolument, malheureusement, indépassable. La violence, ça fonctionne. Alors, les gestes, oui, ça fonctionne dans le sens, on ne réfléchit pas aux conséquences de la violence qui peuvent évidemment entraîner d'autres formes de violence. C'est pas de ça que c'est question. C'est que quand on use de violence contre une personne ou un groupe et que les moyens de coercition sont imposants, force est d'admettre que nous obtenons des résultats. Les dernières années, si on s'arrête juste dans les dernières années, je vais vous lire deux ou trois passages, peut-être deux. Si on s'arrête simplement dans la dernière décennie, 2011-2021, le nombre de pays et d'États ou de groupes mafieux ou de consortiums financiers ou consortiums d'affaires ou encore de communication comme les GAFA qui ont usé de méthodes pour faire taire des journalistes, les faire taire en les assassinant, les faire taire en les menaçant, les faire taire en les obligeant à l'exil. Si on prend juste le Québec, par exemple, le Québec, dans les dernières années récentes, il y a eu Noir Canada, où je l'ai rappelé dans la vidéo d'hier ou d'avant-hier, dans la séquence SAD, la Barrick Gold, compagnie aurifère canadienne, œuvrant dans des pays africains, qui, a réussi à pouvoir prospecter en toute quiétude en montant en créant ou en alimentant des conflits entre divers groupes ethniques africains pour pouvoir enfin se livrer en toute quiétude à leur business plan. Eh bien, la Barrick Gold savait que le livre Noir Canada, écrit entre autres, c'est un collectif, mais dont celui qui en assumait la direction, Alain Deneau, eh bien, savait que le livre serait publié et 2 semaines avant la parution, ils leur ont foutu un procès, ce qu'on appelle une poursuite bâillon, faire taire l'éditeur, une poursuite de 6 millions de dollars. Il y a eu un procès, bon. Il aurait peut-être fallu ici un avocat de type Maurice Garçon pour faire, pour, euh, pour faire détourner le truc. Bon, on connaît la suite. Il y a eu une entente hors cours et le livre est maintenant interdit. Pendant un certain temps, le livre sur le marché du livre d'occasion et du livre rare
atteignait quand même un prix fort estimable, un prix de revente fort estimable. Aujourd'hui, je ne sais ce qu'il en est, parce que les années passant, l'oubli va en grandissant. Il y a l'exemple de Noir Canada avec la Barrick Gold. Il y a plus près, tout à fait récent, Yvan Godbout et son éditeur, et lui, mais là, c'est la justice qui s'est emparée de l'affaire. Bock-Côté, qui a vu une conférence annulée dans une librairie suite à des menaces d'activistes qui ne souhaitaient pas que Bock-Côté fasse sa conférence. Conférence, finalement, qui a été tenue ici, à l'atelier librairie Le Livre Voyageur, et qui a été un immense succès. Il y avait il y avait des gens derrière qui ne pouvaient pas rentrer. La conférence était présentée sur Facebook Live, et à la demande aussi de beaucoup de gens qui ont téléphoné à la librairie. Ça a fait beaucoup parler, en tout cas, cette histoire-là de conférence annulée. Et il y avait des gens dans l'atelier de Fabienne, vous ne pouvez pas le voir, là, plutôt là, ici, plutôt là, enfin. Des gens dans la ruelle à l'arrière, et des gens qui, dehors, sur leur appareil cellulaire, pouvaient assister. C'était un immense triomphe. Et, il faut le dire, nous n'avons reçu aucune menace, nous n'avons pas été inquiétés de quelque manière que ce soit. Alors, ce que nous savions d'ailleurs, parce que l'effet réseau, ça c'est assez important de le souligner, l'effet réseau aggrave, accentue les mécanismes d'intimidation, et on est comme enfermé dans une bulle, et on a l'impression, bulle virtuelle, on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe hors de cette bulle. Il est bon de remettre les choses en perspective, parce que menacer quelqu'un ou faire du vandalisme, eh bien, c'est s'exposer quand même à de sérieux problèmes. Et le jour où nous ne vivrons plus, en tout cas je mets des guillemets ici, dans une société de droit, ceux qui usent de méthodes violentes pour arriver à leur fin pourraient également avoir du souci à se faire pour leur propre sécurité. Ceci étant dit, donc, nous savions que nous n'aurions pas de problème. Alors, je vous donne ces 3 exemples qui me viennent à l'esprit. Il y a cet autre exemple de ce jeune éditeur d'une revue connue qui a été obligé de retirer ici, j'ai pas... mais ça avait fait tout un tabac parce qu'il y avait une nouvelle où il y avait des scènes de violence sexuelle dans cette nouvelle, et on a jugé que, c'était une énième représentation de la culture du viol. Alors, à ce compte-là, il ne faudrait plus ouvrir aucun livre religieux où les scènes de parricide, d'infanticide, d'inceste sont abondantes, et pratiquement toute la littérature qui est le reflet des tribulations, qui est le reflet de la psyché humaine torturée, ballottée entre de très hautes aspirations et parfois s'abandonnant à une sorte de déchéance qu'on ne pourrait pas qualifier d'animal, parce que les animaux n'ont pas ce sens de la déchéance. Ils obéissent à leur nature, à leur ethos animal, sans se poser de questions. Tandis que l'être humain peut même déchoir et en éprouver une amère, une sombre, ou en fait une sorte d'insatisfaction ambiguë, ou en tout cas, puis peut-être franche aussi, hein? Se rouler dans la boue peut être peut-être un grand bonheur pour certaines personnes. En cette matière, la créativité humaine semble infinie. Alors,
Et là, ce que fait Jean-Yves Mollier dans cet ouvrage écrit au pas de course, hein, c'est haletant. Les exemples se succèdent les uns aux autres. Et honnêtement, quand on s'arrête pour y réfléchir et quand on s'arrête pour essayer d'avoir une vue panoramique de tous les événements, de tous les livres, et pays par pays, continent par continent, comment les mécanismes de censure sont à l'œuvre, et ils sont même à l'œuvre de manière, j'aurais envie de dire par avance, pas que par l'autocensure, car on crée des structures au sein des maisons d'édition, par exemple, avec les sensitive writers, qui, eux, vont épouiller un manuscrit destiné à la publication et vont retirer ou vont lisser ou vont amoindrir les aspérités ou quelque chose qui pourrait heurter ou blesser les sensibilités généralement de groupes minoritaires. Alors, il y a toute cette atmosphère et puis il y a des cas absolument tragiques. Bon, de Alberto Savigno, par exemple, pas Alberto, mais Savigno, l'homme qui a écrit Gomorra, une enquête sur la mafia italienne, est toujours sous protection policière. Il y a Salman Rushdie, hein, il y a 30 ans déjà, avec pas les épithètes barbares, les versets sataniques. Bon, il y a toujours une fatwa contre lui et la mise à mort, sa tête est toujours mise à pied, à prix, sa tête n'est pas mise à pied, ils l'ont pas encore, ils l'ont pas décapité. Mauvaise plaisanterie. Mais il y a toujours une fatwa sur lui et la récompense de quelques millions de dollars est toujours, la proposition est toujours sur la table. Qui d'autre? Bon, Julian Assange, qui grâce à Wikileaks nous a montré les exactions de l'armée américaine en Irak. C'est pas Snowden qui est rendu en Russie, qui s'est exilé lui aussi. Et ça, ces lanceurs d'alerte-là, on aura envie de dire, quand on regarde l'apathie, en tout cas, des masses tétanisées, on aura envie de dire, on se demande bien si on peut se poser la question légitimement, en tout cas, si ça vaut la peine d'aller risquer sa vie, sa liberté, son intégrité d'être humain, sa carrière, son pognon, pour aller défendre une certaine conception de l'humanité qui est naturellement liée à cette chose hyper fondamentale qu'on appelle la liberté, et à plus forte raison, la liberté de conscience. Liberté de conscience qui est malmenée dans énormément de pays arabes où la confession musulmane domine. C'est impossible d'apostasier. C'est impossible non plus de prendre ses distances par rapport à sa propre religion reçue. C'est impossible aussi de se convertir. Et là, j'évoque pas non plus l'effarant massacre de Charlie Hebdo avec l'assassinat l'exécution de Cabu, de Wolinski, de Bernard Maris, de Charb. Personnellement, j'ai mis, ça va peut-être vous sembler bien étrange comme aveu, moi, c'était des artistes que je respectais infiniment, que je respecte encore de manière posthume, hélas. Eh bien, j'ai mis 6 mois avant de réaliser ce qui s'était passé avec Charlie Hebdo. J'ai mis 6 mois.
la tuerie a eu lieu le 5 ou le 5 janvier, le 6 janvier autour. Et je pense que c'est en juillet. Alors, imaginez le temps de réaction. Ça m'a pris 6 mois avant de réaliser. Et encore aujourd'hui, je demeure stupéfait, soufflé, meurtri, estomaqué, blessé au plus profond de ma psyché à, à, à imaginer ce qui s'est passé ce journée-là. D'ailleurs, je vous renvoie au magnifique livre de Philippe Lançon, le Lambeau, qui lui s'est retrouvé et a eu le visage à moitié arraché par un projectile provenant d'une Kalachnikov. Et alors, il raconte le Lambeau, c'est comment on lui a refait le visage, une partie du visage qui avait été donc arrachée, et comment il avait réappris à parler. Et c'est un livre, ce que me semble-t-il aussi, le Lambeau évoque le papyrus, évoque évidemment la peau la peau du visage que l'on reconstitue. Et le Lambeau aussi, c'est le déchirement, c'est une vie qui part en lambeaux. C'est une existence tout à coup pulvérisée, saisie dans sa violence. Et je vous disais, c'est un livre où est évoqué Thomas Mann, c'est un livre où Kafka et Thomas Mann, la Deuxième Guerre mondiale, Kafka, le procès, le château, et Proust, à la recherche du temps perdu, un monde qui, d'une certaine manière, a plus que perdu son innocence, parce que devant de telles atrocités, devant de telles barbaries, c'est pas que l'innocence qui a foutu le camp, c'est peut-être le courage aussi. Le courage, parce que, je le disais d'entrée de jeu dans cette vidéo, la violence, ça fonctionne. Et ça marche. Là. L'intimidation, ça donne des résultats. Et je pense que dans certains pays occidentaux, en tout cas qui ont été frappés par cette abomination, il y a des intellectuels qui ont peur. Il y a des caricaturistes qui ont peur. Il y a eu les fameuses caricatures pour soutenir Charlie Hebdo. Ça, avant la tuerie de Charlie Hebdo. Une espèce de crescendo où, finalement, la Cour européenne a reconnu le droit au blasphème parce que ça va avec le droit de pratiquer librement sa religion. Le droit de pratiquer librement sa religion va avec le droit de critiquer librement aussi cette même religion que les gens pratiquent librement. Autrement, on ne peut pas octroyer ou consentir à ce que des gens librement pratiquent le culte qu'ils veulent bien pratiquer. Et en même temps, bien, on a le droit d'en penser ce qu'on veut, et on a le droit également, nous, en contrepartie ou en égalité de droit, de se gausser, si ça nous plaît, de cette religion. Alors là, d'évoquer les sensibilités meurtries parce qu'on va rire de tels croyants, ce qui serait grave, c'est d'empêcher le croyant d'exercer les rituels reliés à sa foi. Ça serait quand même une entrave à sa liberté. Mais de nous empêcher de réagir comme bon nous semble face à certaines pratiques religieuses qu'on peut juger complètement fantaisistes ou grotesques, eh bien, ça aussi, ça va avec la liberté. Ça va avec la liberté d'en penser ce qu'on veut. Alors, ce sont des droits équivalents. L'un ne peut pas aller sans l'autre. Alors, si on nous oblige d'une certaine... Le délit de blasphème, ça n'existe pas. Et j'aurais tendance à dire aussi que dans certaines circonstances, le blasphème est nécessaire. Et puis si on commence à faire des rapprochements, même dans certaines religions, le
dans certaines religions que je ne nommerai pas, le blasphème aussi peut être perçu comme un acte d'amour. Hein? La colère à l'égard d'un Dieu indifférent à nos souffrances, la lamentation, les lamentations, la colère, l'indignation, la révolte, même contre un Dieu jugé imperméable à nos misères, peut être également perçu d'une certaine manière comme une prière et même comme une sorte d'acte d'adoration inversée. Hein. On ne serait pas tant en colère si le ciel était parfaitement vide, si l'on jugeait que nos récriminations profondes ne trouvaient pas un écho quelque part. Donc, Jean-Yves Mollier, dans cet ouvrage-là, évoque toutes les figures ici nommées. Et pour lui, le constat est vraiment pas rassurant. Alors, je vais au pas de course, vous relever quelques-uns des exemples qu'il donne. Mais c'est pas rassurant. Alors, ce qu'il nous dit rapidement, c'est que donc, c'est un phénomène universel qu'on retrouve dans tous les pays. Ça remonte à loin. Il évoque l'index, qui a fini le fameux index du Vatican des œuvres à proscrire. Deux des derniers à y avoir trouvé place dans cet index, c'est Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre. Et cet index a cessé d'exister à toute fin pratique suite au Concile de Vatican II. Boris Vian, avec son J'irai cracher sur vos tombes. Baudelaire, l'exemple célèbre de Baudelaire, dont nous rappelait Maurice Garçon, qui était infiniment plus retors, plus insidieux, plus presque diabolique comparé au débonnaire et innocent Marquis de Sade dans son obsession rabâchée, répétitive, un radoteux, autrement dit. L'anti-Kant, hein, d'une certaine manière. Henri Miller, James Joyce. Il évoque aussi la pression du marché. Ça, on va pas... Il évoque également Ray Bradbury, le célèbre Ray Bradbury et son Fahrenheit 451. Aujourd'hui, on pourrait dire qu'on est dans une sorte de Fahrenheit 2021. Et là, tous les pays qui pratiquent la censure ou qui l'encouragent d'une manière ou d'une autre, la religion, qui devient un censeur par excellence. Alors, je vais vous lire. Ici, il y a une petite déclaration, en tout cas une note de bas de page qui m'a plutôt amusé. Dans une... Alors, oui. Il y a Martin, il évoque aussi Martin Scorsese et son film La dernière tentation du Christ, film que j'avais trouvé plutôt quelconque pour ma part, ou celui de Mel Gibson, La passion du Christ, qui avait heurté certains conservateurs. Et ici, donc, cette petite note en bas de page, assez amusante. Dans une déclaration intempestive, faite en avril 2019, l'ancien pape Benoît XVI est sorti de son silence pour affirmer que c'était le mouvement de mai 68 qui était responsable de la pédophilie des prêtres catholiques. Aucun historien ayant travaillé un tant soit peu dans les archives des diocèses catholiques ne peut accepter cette tentative de diversion, compte tenu de la présence de nombreux dossiers de pédophilie mettant en cause des prêtres au 19e siècle et dans la première moitié du 20e, donc bien avant 1968. Faut quand même le faire. En mai 68 est accusé. Ça aussi, j'aime bien rappeler à mes jeunes amis,
peu importe l'orientation sexuelle, peu importe même comment ils se définissent eux-mêmes dans leur propre sexualité, que peut-être l'héritage le plus important de mai 68, qui est venu avec la pilule, qui est devenu avec l'acceptation de certaines pratiques de reproduction. Eh bien, aujourd'hui, les jeunes qui peuvent vivre librement leur sexualité, et la sexualité dans la vie d'un être humain, c'est pas quelque chose d'anecdotique. Hein? Sexualité, travail, l'argent, les trois choses les plus importantes, sans doute. On met l'amour, on met la poésie aussi. Mais si on nous ramène à nos fonctions biologiques, on est obligé de travailler, on est obligé de dormir, on est obligé de manger, puis on est obligé de faire l'amour. Ben, on peut ne pas le faire, mais on peut ne pas manger, on peut ne pas dormir, on peut ne pas travailler aussi, si on veut bien. Mais je peux vous assurer là, d'être en manque de sommeil, en manque de nourriture, en manque d'affection, en manque de sexe, en manque d'argent, en manque de soleil, en manque de lumière, en manque de fraternité humaine. Soyez en manque là, pendant une période prolongée et vous me direz quel effet que ça a sur votre vie. Et la sexualité, donc, même si la misère hein, se traduit autrement, avec les injonctions qui sont faites avec la pornographie industrielle, des jeunes de 20 ans qui prennent du Viagra, des jeunes femmes qui acceptent de se soumettre à des pratiques qu'elles n'ont absolument pas envie de vivre, mais par pression de la pornographie industrielle qui évacue aussi toute la dimension du désir. Hein. Le désir reste quand même l'ennemi à abattre. Alors, c'est pas... et là, on est dans le pulsionnel sans fin, qui est très, très, très bon pour faire fonctionner les turbines du capitalisme libidinal, si vous voyez ce que je veux dire. Le désir vital, le désir est détourné, le, 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 le flux désirant est irrigué, est harnaché, est dirigé vers la consommation, vers les divers moyens de consommation que peuvent représenter Amazon, par exemple, ou tout ce que vous voulez. La censure, c'est l'arme la plus répandue. Ici, un autre petit passage amusant. La révolution de 1789 a mis fin en partie en tout cas, à ce que les lettrés, pouvaient être également de fins limiers, colligeants, ramassant des informations, faisant des fiches. Ça, c'est des fiches, là. Tous les États accumulent un nombre invraisemblable d'informations. Mais là, c'est plus juste les États. Hein? C'est les GAFA, c'est toutes les compagnies. Dès que vous faites affaire avec quelqu'un, vous laissez des traces partout. Il y a un ouvrage, L'amour et les algorithmes, où là, je ne me souviens pas exactement du titre, une jeune femme qui cherchait à rencontrer quelqu'un, donc avait utilisé l'application Tinder, et elle a voulu, ça lui a pris du temps, il a fallu qu'elle écrive des lettres, il a fallu qu'elle menace, il a fallu qu'elle vraiment elle se bagarre fermement avec les administrateurs de Tinder pour avoir son dossier. Et elle a, au bout de plusieurs tentatives, elle a reçu son dossier. Son dossier, il y avait 800 pages. Alors, c'était les communications qu'elle avait échangées, les communications dans sa messagerie personnelle. Et, et au terme de ça, elle a découvert aussi que Tinder avait une manière de donner un score, avait une façon de cataloguer
les femmes, mais les hommes aussi. Mais semble-t-il, les hommes auraient été jugés euh, avec des critères, disons, autres. Disons, avec une certaine mansuétude, on aurait envie de dire. Et elle a pour découvrir que finalement, son degré de désirabilité, donc sa valeur marchande sur le marché des esclaves amoureux, eh ben, c'était de 55%. Pas très, très, très encourageant. Et donc oui, Napoléon Ier, pour en revenir à ces lettrés détectives, Napoléon Ier rétablit leurs prérogatives en nommant des inspecteurs de la librairie, une véritable police de l'esprit qui demeurera en activité jusqu'en 1881. Alors, vous voyez un peu. Bon, la traque de l'imaginaire, ça aussi. La Deuxième Guerre mondiale, évidemment. On a vu apparaître ce que l'auteur appelle, ce que Aragon appelle la littérature de contrebande. Pour ma part, je pense que peut-être qu'il va y avoir une deuxième partie à cette vidéo-là. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais m'arrêter là sur la littérature de contrebande, justement. Et parce que j'ai pris des notes, je voulais aborder avec vous certains points qui m'apparaissent quand même assez importants, parce que cette question de la censure dans nos sociétés, c'est une question fondamentale. C'est une question hyper importante pour qui se pique encore. Pas juste avoir une vie de l'esprit, hein, ce que le fameux publicitaire a dit, on vend le temps le temps disponible, le temps de cerveau disponible. Alors, il s'agit de coloniser le temps qui nous est imparti sur Terre pour, pour aller nous extraire notre matière première, notre vitalité, et de cette matière première libidinale, transformer ça en liquide, en sonnant et trébuchant. Bien nous presser, là, bien nous essorer là, pour que les dollars ruissellent sourdent de notre carme, vous voyez. Ouais, voilà, nous sommes... on est bien à point, là. Bon. Alors, je vais m'arrêter ici pour ce soir, sur cette évocation de la littérature de contrebande. Je vais, au pas de course encore, comme je l'ai fait ce soir, sur ce livre, quand même, pas très disons, les pages sont assez aérées. J'en faisais part à mon ami Pierre. Ça demeure pas moins un vrai livre. Mais c'est... En tout cas, c'était une conférence, comme je vous disais au début. Alors, c'est un texte destiné à un colloque. Et bon, on l'a avec les forceps de l'éditeur. On a réussi à le transformer en livre. Mais c'est un livre qui demeure essentiel et qui demeure extrêmement inquiétant. Et je vois bien autour de moi que cette question-là ne semble pas préoccuper la majorité des gens. C'est comme si le sort réservé à Julian Assange, ça semble pas important. Pourtant, ce type-là, ça fait quand même 10 ans là, qu'il n'a même pas eu son procès encore. Bon, vous me direz, il est allé se réfugier dans une ambassade en Grande-Bretagne, mais plus de contact avec des gens enfermés. Il sort et, bon, là, il va avoir sans doute son procès, mais c'est... Il y a des et là, bientôt, si on s'approche du moment où même les écrivains, parce que le dernier bastion, finalement, de notre liberté et de notre dignité, eh bien, ça demeure
ben, ça demeure la lecture, ça demeure la pratique de l'écriture. Et c'est pour ça aussi, il faut tenir bon, il ne faut rien céder. Et au besoin, peut-être développer des stratégies offensives. Vous le savez, je le dis souvent, je n'aime pas beaucoup ce terme de résistance parce que ça suppose d'abord que on a perdu la guerre. Ça suppose aussi que l'occupant s'est emparé de la place forte. Et je pense que c'est une perspective, parce qu'il n'en ferait pas autant si se craignaient pas autant pour eux. Vous voyez, tous ces mécanismes de surveillance qui sont en branle ont quand même leur raison d'être, outre que de nous essorer là, comme des salades. Elles ont aussi il y a quelque chose qui ont peur. Hein? Ils ont peur parce que, au fond, tout ça tient par l'idéologie, tout ça tient par un système de représentation symbolique qui est presque une vue de l'esprit. Si tout le monde arrête de croire à ça, ça n'existe plus. C'est un peu le thème de ce film, Matrix, bon, qui est un peu cliché, un peu même folklorique, j'aurais envie de dire, mais qui, néanmoins, avance l'idée que la réalité, c'est une fabrication de notre esprit. C'est nous qui inventons la réalité. On ne s'adapte pas à la réalité. On la crée. C'est l'esprit humain. C'est l'esprit qui crée la réalité. C'est pas l'inverse. Là. Mais enfin, c'est une autre histoire. Alors écoutez, voilà. Je vous reviens demain avec la suite de Interdiction de publier de Jean-Yves Mollier, publié aux éditions Double Ponctuation. À demain pour de nouvelles aventures.